André. Au revoir. Des 50 secondes pour 100 mètres, style libre. Originaire de l'Outaouais, mon invité a fait ses premières longueurs de piscine à l'âge de 3 ans. Depuis ce jour, l'objectif ultime de Yannick, un podium aux Jeux olympiques. Sa détermination et sa persévérance l'ont sûrement aidé à se classer parmi les meilleurs. Sa progression a été fulgurante à notre étonnement parce que dès son jeune âge, il était aux Jeux du Québec, il gagnait toutes les médailles, il arrivait toujours premier. C'était très facile. Puis, nous, en tout cas, on était contents, mais dans un autre sens, on s'inquiétait parce que c'est si facile que ça, c'est que ça va durer. Alors donc, il est rapidement monté sur l'équipe canadienne et il a continué à baisser ses temps. Et finalement, il a battu le record aux 100 mètres libres là, lorsqu'il était à Sydney en 99. On est avec Yannick Lupien, nageur. Comment t'es arrivé à nage? Bien, au début, j'avais commencé, quand j'étais jeune, j'avais à peu près 8 ans, je jouais au soccer avec ma soeur. Mon père était entraîneur. Il est arrivé un moment où les horaires ne pouvaient pas fonctionner ensemble. J'ai fait un choix. Bon, j'étais déjà bon en natation, ma soeur nageait déjà. J'ai fait un choix que, bon, la natation, c'était pour être le sport, puis je pense que ça a été un très bon choix. Déjà à 15 ans, toi, tu étais sur l'équipe nationale. Comment ça s'est passé? Parce que tu étais quand même jeune. J'étais très jeune. Moi, je m'en allais au championnat canadien en pensant faire l'équipe junior parce qu'ils prenaient 2 nageurs juniors. Ça finit que j'ai fini 3e au pays, puis ils m'ont pris pour l'équipe senior. Puis là, j'ai eu mon brevet, puis depuis, j'ai gravé les échelons, puis je suis sur l'équipe nationale. Le plus jeune, ça a été Alex Bowman qui l'avait réussi à 15 ans, mais quelques mois plus jeune que moi. Alors, j'ai été le 2e plus jeune d'histoire à faire l'équipe. Ce sur quoi il a eu à travailler, c'est au niveau de sa discipline un petit peu. Il est un petit peu nonchalant de ce côté-là. Et le sérieux de l'entraînement, parce que comme il performait tellement bien, il ne voyait pas l'utilité de s'entraîner autant que les autres. Tu as un talent, mais il faut que tu le travailles quand même, ton talent. Parce qu'à un moment donné, rendu à un certain niveau, ça va être au centième de seconde. Qui t'a inspiré quand tu étais jeune? Est-ce qu'il y avait quelqu'un que tu regardais peut-être aux Olympiques et qui t'inspirait? C'est sûr que le Victor Davis, qui est maintenant décédé, il y avait aussi Alex Bowman, qui sont des Canadiens, mais eux, c'est directement dans mon sport. À l'extérieur de mon sport, j'ai plutôt Mohamed Ali, qui est une source d'inspiration. Lui non plus n'a pas eu la vie facile, mais il a quand même réussi à chaque fois. Autant côté athlète, autant côté personnalité, valeur, pour moi, c'est une grande personne. En tant qu'athlète, c'est quelqu'un qui aime surtout compétitionner. C'est quelqu'un qui va très bien répondre à la pression et qui va même, je dirais, élever son niveau d'intensité face à un défi probablement plus élevé. C'est un gars qui apprécie, je pense, sa discipline, surtout le sprint, pour ce qu'elle est. C'est un passionné de sa discipline sportive à lui. Tu t'entraînes à Québec maintenant. Par contre, tu viens pas d'ici. Parle-moi un peu de où tu viens et pourquoi tu t'es finalement retrouvé à Québec. Bien, j'ai grandi dans la région d'Elmer, qui est rendue maintenant à Gatineau, je crois. 36 000 personnes, une petite ville avec mes parents. Je m'entraînais dans une piscine. Ici, on a une 25 mètres, mais moi, j'étais dans une 20 mètres 4 couloirs, qui n'est même pas un standard international. Par la suite, pour terminer les études, j'étais allé à Ottawa. Après ça, avant les Jeux olympiques, j'étais allé à Toronto. Mais là, je me retrouve à Québec. Je trouve que c'est une ville très bien. Ma copine habite ici. Elle étudie ici à l'Université Laval. Alors, pour moi, c'est un environnement très, très, très stable. Puis, je suis dans les conditions parfaites. Là. Idéal pour moi. J'ai pas besoin de plus. Yannick, en tant qu'athlète, c'est une personne super généreuse. Il aime ça donner son temps, soit en nous racontant ses expériences, soit encore avec la technique. Il aime ça faire beaucoup de technique avec nous autres. C'est une personne qui est passionnée par tout ce qui touche la natation, pas seulement son épreuve, mais aussi les autres épreuves, autant les filles que les gars. Il suit toutes les compétitions, tout ça. Il est toujours de bonne humeur. Je me rappelle pas de voir Yannick de mauvaise humeur. Dans chaque petit échec, il va trouver quelque chose de positif. Les qualités principales d'un bon nageur. C'est ça, bon, que les qualités côté talent, côté physique. Il y a la coordination qui est très, très, très importante dans le style. Et il y a la sensation dans l'eau. Ça, c'est peut-être les 3 choses les plus importantes. Parce que là, on parle d'un liquide, c'est pas comme la course à pied. La course à pied, on est né, on a appris à marcher par nous-mêmes, mais dans l'eau, quelqu'un qui ne sait pas nager, puis tu le lances dans l'eau, qui a 30 ans ou 20 ans, il ne sait pas quoi faire. Alors, c'est de maîtriser le liquide du début à la fin de l'attraction, peu importe le style, et aussi la respiration qui est très, très, très importante. Un bon nageur, comme toi,
Comment ça s'entraîne? Comment ça s'entraîne? Ça dépend de la personne. Moi, je fais tous les soirs de la semaine, 2 matins pendant la semaine, plus le samedi, qui consiste en moyenne de une grosse série, qui peut être un 10 fois 100 mètres ou un 10 fois 200 mètres, avec un échauffement. Puis bon, il y a le dénagement pour enlever l'acide lactique dans les muscles, suivi d'étirements qui sont toujours importants pour prévenir les blessures qui peuvent arriver, surtout aux épaules. Les nageurs, là, les épaules, c'est très, très, très fréquent comme blessure. Est-ce qu'on fait de la musculation? Oui, musculation inclus, mais ça dépend. Qu'est-ce Moi, qu'on va développer avec la musculation? nos faiblesses. Surtout nos faiblesses, parce que dans l'eau, exemple, on peut pousser du mur, je ne sais pas moi, 200 fois par entraînement ou par jour, mais on n'est peut-être pas tenté à pousser à l'extrême à chaque fois là, pour nos muscles. Alors on fait de la musculation côté jambes. Moi, c'est surtout jambes dans l'eau, pectoraux, triceps. Donc, tu me dis que ça serait possible, en fait, quasiment de faire de la musculation plus spécifique dans l'eau aussi. Oui, il y a la musculation spécifique qu'on peut faire dans l'eau avec des ceintures de poids. On peut faire de la résistance, haute résistance avec un bocal avec un trou à l'intérieur avec une corde. Lorsqu'on nage, on traîne ça en arrière. Ça nous ralentit beaucoup. Ça, c'est une sorte de musculation qui travaille vraiment, vraiment, vraiment la résistance comme il faut. L'équipement d'un nageur comprend évidemment le casque, les lunettes ainsi que le costume de bain. Costume de bain conçu auparavant avec le moins de tissu possible, alors que maintenant, avec l'avancement technologique, on voit tout le contraire. Le matériau est top secret. On n'a pas voulu nous le dévoiler. C'est un matériau qui fait flotter, qui garde les bulles d'oxygène à l'intérieur. Et comme on peut voir, contrairement à ce qu'on pense, le tissu ne peut pas absorber l'eau. Alors, si on fait un exemple en coulant l'eau, le tissu, l'eau glisse. Alors, il est recouvert, je crois, aussi de téflon. Alors, c'est assez impressionnant de le voir. On peut voir les gouttées de l'eau, puis on le secoue, puis hop, il est presque sec. Speedo a rajouté aussi ceci, qui crée une genre de turbulence pour que l'eau suive le corps au lieu de faire des tourbillons. C'est scientifiquement, là, ça a été développé dans des bassins par ordinateur. C'est très, très, très avancé comme maillot de bain. Ça coûte une petite fortune, 200 $ le maillot. Laissons l'équipement du nageur de côté. Allons voir l'équipement de la piscine maintenant. Ouais. Le bloc de départ, j'imagine. Oui, c'est le bloc de départ. Ça aussi, c'est pas un bloc de très haut niveau. D'habitude, les blocs de départ, on les retrouve, ils sont bleus. Ils sont fermés ici à la base. Pourquoi à la base? Parce qu'ils mettent un micro juste en bas, un haut-parleur, pour entendre directement l'annonceur à vos marques. Et puis le bruit du départ, d'habitude, c'est placé juste en dessous. La surface, on peut voir ici que c'est une surface comme une planche à roulettes, antidérapante, surtout quand on parle de l'eau, c'est très, très, très glissant. On a la poignée qui sert pour les départs au dos, tout simplement. Donc, les départs qui sont dans l'eau. Déjà dans l'eau, oui, ça sert simplement à ça. Alors, c'est ça. Ça, c'est le bloc de départ. Toi, pour le style libre, comment tu te positionnes? Où tu mets tes mains? Mais simplement mettre ses mains ici. Lors du départ, je peux montrer. Lors du départ, tout simplement, lorsqu'on monte, bon, on est en arrière. L'arbitre dit à vos marques. Il siffle en premier. Le premier sifflet, on monte. On se place. Anciennement, on avait le droit de se placer comme ça, puis il disait à vos marques, on se plaçait. Et immédiatement, il fallait aller se prendre. Maintenant, on a le choix de s'avancer. Et là, il dit à vos marques, et on se place, on attrape ici. Et lors du départ, on tire avec les bras et les jambes. Une fois que tu es parti, si je regarde à l'eau, la première chose que je vois, c'est la ligne noire. Elle sert à quoi? La ligne noire avertit ceux qui font du papillon, du crawl et de la brasse que le mur arrive. Parce que, bon, surtout au crawl, on arrive très, très, très vite. Alors, une fois qu'on voit la barre noire, il nous reste en moyenne 1 à 2 coups de bras et on fait le virage. Ça nous avertit à nous qui nageons sur le ventre. Ceux qui nagent sur le dos, au style dos, c'est les drapeaux qu'on voit ici qui sont exactement à 5 mètres du mur. À 5 mètres du mur, ce qui fait en sorte que nous, on calcule le nombre de coups de bras. Pour moi, c'est 3 coups de bras. D'autres qui ont les bras plus petits, ça peut être 4 ou 5. Mais ça, on apprend ça avec le temps. Puis ça reste toujours le même chiffre parce que les drapeaux sont toujours à 5 mètres. Les délimiteurs qu'il y a ici, qui délimitent les corridors rouge et blanc, est-ce que c'est la seule utilité? Non. Ils servent aussi à tuer les vagues que chacun d'entre nous produit dans la course. Et les lignes d'eau, les délimiteurs qu'on appelle, ont aussi une utilisation un peu comme les drapeaux. Les couleurs vont varier. Exemple, quand on arrive aux derniers 5 mètres, les couleurs des petites rondelles de plastique vont changer. Alors, un peu au dos, on peut suivre en regardant les couleurs. C'est toutes des indications pour nous dire le mur arrive, préparez-vous à tourner. Les piscines, est-ce qu'elles ont toujours la même longueur? Parce qu'ici, c'est une piscine de 25 mètres. Il y a deux standards. Un peu comme en patinage courte piste. Vous avez la courte piste et la longue piste, mais nous, ça fait un sport. La courte piste, pour nous, c'est le 25 mètres et la longue piste, c'est le 50 mètres. Ce qui différencie des deux, c'est qu'en 50, on nage beaucoup plus longtemps qu'en 25 quand on prend en considération qu'un virage, on calcule 2 mètres à l'entrée où on ne nage pas et 5 mètres à la sortie, ce qui fait en sorte qu'on ne nage pas beaucoup en 25, on fait plutôt beaucoup de virages. En 50, c'est de la vraie natation, c'est de la natation olympique.
Au départ, on plonge dans l'eau. Est-ce qu'on a le droit de faire la piscine au complet ou il y a une limite? Non, anciennement, on avait le droit, mais là, on a vu que ça n'avait plus de bon sens, que la natation devait se faire à l'extérieur de l'eau pour le spectacle. Alors maintenant, c'est limité à 15 mètres au départ et au virage. Et encore une fois, sur la ligne d'eau, il y a une rondelle de couleur spéciale qui délimite que tu dois sortir la tête, dois sortir avant la bouée, sinon tu es disqualifié. Le système électronique pour le chronomètre, comment il fonctionne? Bon, là, le temps part lorsqu'on entend le son et le petit flash de lumière pour nous indiquer, là, le chronomètre est parti, tout le monde part. On fait notre compétition. À chaque extrémité du mur, il y a des plaquettes qui prennent le temps. Lorsqu'on touche, le temps apparaît. Alors, on peut voir les temps de passage. Et à l'arrivée, c'est le premier qui touche. C'est très sophistiqué. Après la pause, en position, le signal de départ sera donné pour une course amicale. Yannick, c'est devenu mon modèle. C'est rare qu'un père dit que son fils est son modèle, mais dans ma carrière professionnelle, il y a eu des moments difficiles. Puis, à un moment donné, je me suis retourné vers lui, puis je me suis dit, lui, il lâche pas. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire pour surmonter les difficultés professionnelles que j'ai? Finalement, c'est grâce à son exemple que ça s'est relativement bien passé puis que j'ai réussi à passer au travers. En natation, on a 4 sortes de nage. Explique-moi un peu chacun des styles. La première, c'est le papillon. C'est tout est coordonné en même temps, les jambes et les bras. Ça va comme suit. On commence cette traction, on donne un battement, respiration, on rentre, et lorsqu'on rentre, on fait un deuxième battement avec une ondulation des abdominaux. Le deuxième style est le dos. Avec le départ, on se prend avec les poignets, on fait le départ. Sous l'eau, on fait une coulée avec les hanches. Première traction, le coude, et on enchaîne. Le troisième style est la brasse, qui est le plus bizarre des styles, que, bon, c'est un style assez... il est beaucoup moins commun que les autres. On fait la traction sur le côté, on la ramène, on lève et on pousse. Et le battement de jambe est comme suit. Alors, ça donne ça. C'est assez... Ça ne ressemble pas le dito aux deux autres styles. Et le dernier style, qui est le libre, ou le crawl, c'est sur le ventre, et c'est une alternance chacun des deux bras. Comme ci, avec les battements de jambes, qui est le style le plus rapide. Lorsqu'on arrive au bout de nos corridors, on doit faire un flip ou on doit tourner une culbute. La technique de base, quelles sont les choses principales à retenir? OK. La culbute du papillon et de la brasse sont pratiquement les mêmes. On arrive en même temps. Les deux mains doivent toucher exactement en même temps le mur. Après ça, c'est un mouvement de main. On ramène les jambes droits avec la main et on pousse. Et là, une fois que la poussée est terminée, on se remet sur le ventre et on repart en papillon ou en brasse. Au crawl et au dos, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est quand on arrive au dos, on compte les coups de bras avec les drapeaux, on est au dos, on se remet sur l'estomac, on fait une traction, coup de papillon avec les jambes et on se met sur le ventre. Les jambes arrivent à peu près à 45 degrés, on pousse du mur, on se remet sur le ventre ou on se remet sur le dos si on était au dos et puis on continue à longueur. Quelles sont les restrictions dans chacune des culbutes? Les restrictions, au papillon et à la brasse, on doit absolument toucher en même temps les bras. Au dos, on doit être retourné sur notre dos avant que la poussée se fasse. C'est le seul règlement, mais il faut dire que tout le monde font les virages de la même façon, la façon la plus efficace, qui est la plus connue, la plus légale. Je pense que les choses que Yannick a améliorées d'ici les Jeux olympiques seraient de mettre la barre haut. Parce que c'est bien d'être rapide, c'est bien d'avoir du talent. Qu'est-ce qu'on peut accomplir? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? S'il y a une chose ou des choses qui a amélioré, c'est peut-être ça. La perception. Aller aux Jeux olympiques ou performer aux Jeux olympiques, je pense que la différence est épouvantable. On arrive en compétition. Les compétitions sont échelonnées sur plusieurs jours. Comment ça fonctionne? Mais maintenant, depuis quelques années, les compétitions internationales durent 7 jours. C'est l'horaire olympique. Un exemple, je fais mon 50 mètres libre la première journée. Le matin, j'ai les préliminaires. Le soir, j'ai les semi-finales, un peu comme en athlétisme. Et le lendemain soir, j'ai la finale. Alors, ce qui fait en sorte que la récupération devient un facteur très, très, très important parce que sur 7 jours, on peut arriver malade, fatigué, il y a plein de choses qui peuvent arriver, alors il faut faire attention à son corps. Est-ce qu'on se qualifie habituellement par le temps ou par la position? Contrairement à l'athlétisme, nous, c'est le temps.
Alors, on a l'avantage, quand on est dans la deuxième vague de semi-finale, de regarder à peu près les temps des autres et d'évaluer, mais il ne faut toujours pas prendre de chance. Des fois, on se fait avoir. Quand tu arrives en compétition, comment t'aimes être physiquement et mentalement? Premièrement, mentalement, il faut voir le désir de gagner. Ça, il faut que ça soit omniprésent toujours. Deuxièmement, côté physique, il faut se sentir léger, récupéré, avoir d'énergie à en revendre, vouloir sauter sur les murs. Ça, c'est très, très, très bon signe. Et avant l'épreuve, il ne faut surtout pas se stresser. C'est sûr que tout le monde, même les champions du monde, ont un certain stress, mais il faut être capable de le gérer dans le bon sens. Mais une fois que le départ est parti, c'est du commun, on sait quoi faire. On sait quoi faire, le corps s'y met, puis on espère toujours pour un meilleur temps. En natation, on détermine les corridors de compétition de la même façon qu'en athlétisme, soit le plus rapide au centre et ensuite à droite, à gauche, jusqu'au 8e compétiteur. Et ça pour un principe très simple, le principe de la vague. Vague créée par le compétiteur le plus rapide. Vague qui pourra devenir ton ami ou ton ennemi. Ennemi pour ceux qui nageront moins rapidement et donc devront nager contre cette vague, et ami pour ceux qui seront assez vite et surferont sur cette vague. Ben écoute, Yannick, je vais essayer d'aller attraper cette vague-là. On peut essayer? Je vais essayer de te suivre aussi. C'est bon, on y va. Let's go. Ça, c'est pas le fun pour l'ego. Je savais que j'allais arriver en même temps que lui, je le savais. Fait que pendant que je reprends mon souffle, là, on va aller à la pause. Yannick, quand il avait battu son record en 99, s'était fait tatouer un Roadrunner sur l'épaule. Et nous, on a eu l'idée, quand on est allé aux Jeux olympiques de 2000, on s'est dit, dans la foule, il ne nous retrouvera pas. Alors, on va se faire un T-shirt avec Roadrunner, puis on l'a fait qui court avec une grosse vague en arrière. Alors, on l'a fait sur mesure et on avait nos chandails. Et maintenant, même à Québec, à la Coupe, il nous a bien reconnus. On avait le T-shirt. C'est assez évident. On est les deux côte à côte, donc la couleur ressort davantage. Yannick, on est présentement à l'Institut maritime du Québec. On va apprendre à combattre des feux aujourd'hui parce que c'est une de tes passions. Ouais. Mais avant de parler de ça, je veux revenir aux Jeux olympiques parce que tu as déjà participé aux Jeux à Sydney. Maintenant, on s'en va à Athènes. Est-ce que ta préparation a été différente? Quelque peu différente. Bon, cette fois-ci, c'est la deuxième fois que j'y vais, alors j'ai déjà une idée de ce qui m'attend côté natation, côté village olympique, nourriture, transport. J'ai déjà une bonne idée. Puis je suis plus tellement impressionné par les champions du monde. Alors cette fois-ci, j'y vais pour bien performer. C'est parce que ça va peut-être être mes derniers. Parce qu'en 2008, mes priorités vont peut-être avoir été... vont peut-être avoir changé. Un petit peu. Tu es un gars qui aime beaucoup de choses, dont le motocross. Parle-moi un peu de ça, parce que j'ai entendu dire que tu avais tout ton équipement, mais tu n'avais pas encore la moto. Oui, c'est ce que ma copine pense. OK, Mais ça, on ne le mettra pas, ça. Mais c'est pas grave. Puis tout dernièrement, il y a un copain qui, lui, avait une motocross, une petite Kawasaki, puis on est allé en faire, puis je lui ai dit l'été prochain, c'est certain que j'en ai une. Après les Jeux olympiques, ça va être mon passe-temps. Parlons maintenant d'une autre vraie passion que tu as. Parce que, bon, tu es allé à l'école, tu as débuté ton cours en génie mécanique, mais tu as découvert une passion pour pompier, éteindre les feux. Comment c'est arrivé? Bien, étant tout jeune, j'ai toujours voulu faire pompier pour une des raisons que, bon, moi, je voyais ça comme une façon de sauver des vies. Puis c'est une adrénaline comme on a dans le sport. Et puis après 3 semaines en génie mécanique à l'université, il est arrivé un incident dans notre bac appartement. Puis les pompiers sont venus. Et puis, bon, tout le monde est sorti de l'immeuble appartement. Et puis là, les pompiers ont ramassé l'équipement, puis ils avaient dit tout le monde pouvait rentrer. Puis je suis resté jusqu'à ce que le dernier camion parte. Alors, une fois que je suis rentré dans l'appartement, ma copine, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu faisais dehors? » J'ai dit « Ben, je sais pas, je trouvais ça cool. » Puis elle a dit « Mais qu'est-ce que tu fais en génie mécanique? » Fait que j'ai fait la décision. J'ai arrêté, puis j'ai dit après les championnats du monde à Montréal en 2005, je vais rentrer à l'école de pompiers pour faire cette profession qui me chicote depuis quelques années, puis que finalement, cet incident-là a fait en sorte que ça a fait le déclic. Mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Parce que, bon, sauver des vies, on peut le faire dans d'autres domaines aussi. Mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans être pompier? La première chose, c'est que moi, j'ai développé mon corps depuis que j'ai à peu près 3 ans dans le sport. J'ai déjà cet atout-là. Puis l'adrénaline, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme en motocross, en pompier, on peut aussi l'avoir. L'effet de surprise quand ça sonne, l'effet d'être prêt à chaque fois,
Puis c'est rarement, là, les incidents, ça peut être des feux, des accidents d'auto. C'est pas tout le temps la même routine, mais il y a une routine à la caserne, un peu comme à l'entraînement. C'est toutes des choses qui m'ont attiré vers le métier et sauver des vies qui reste que le numéro un là, des raisons pourquoi je veux faire ça. Ben écoute, comme on fait avec chaque invité, on a toujours une activité par rapport aux choses qu'ils aiment. T'aimes le métier de pompier. Donc aujourd'hui, on va te donner la chance d'avoir ton premier cours de formation ici au Centre de formation aux mesures d'urgence à Lévis. Ben écoute, on va commencer notre premier cours. Yes. On sauve des vies. Le feu est maîtrisé. Tout est sous contrôle. Comment t'as aimé ça? Super, super. cool, Surtout la dernière boule de feu, là. La draft par en arrière, là, c'était Je écœurant. pensais pas qu'il était... Ah, c'est gros. Le tuyau... Hey, Ça a le gars, il l'impression. filmait la fumée. Ah ouais, non, non. tu penses pas que... Tu sais, on est prêt, mais pas tant que ça quand même. T'as l'impression que tu brûleras pas, mais toute la vapeur sort du gaz. Les c'est manteaux, fou, ils hein. fumaient. C'est hallucinant. Ah, c'est super. Fait que là, ben, on va s'en aller se taper un petit 50 mètres ou un petit 25 mètres. On va aller se nettoyer dans On la va piscine. s'étoyer dans le chlore. Pas de trouble. T'es habitué. Yannick, merci beaucoup. Merci. Ça a été bien un le très fun. grand plaisir. Bien le fun. Et bonne chance pour la continuité. Puis, Merci. espérons le bien pour les jeux. Yes. Attention à toi. Merci. beaucoup. Bye-bye. Avant de voir Yannick dans une caserne près de chez vous, vous pouvez continuer de suivre ses performances ainsi que ceux de nos athlètes canadiens sur le site de Radio-Canada. Section Sport. À bientôt. Clap. Ah, tu vois, hein, c'est pas tout à fait facile. Il y en a des plus durs que d'autres. T'es pas nerveux? De Radio-Canada. Section Sport. À bientôt. OK, trouve-moi un autre move que ça, là. C'est correct, ça?